Sur Bonne Réputation, le podcast où je reçois des experts qui assument leur voix publique et dans lequel on décrypte comment ils ont fait pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding ou marque personnelle pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Léa Clos. Salut Léa. Salut Mathieu et bonjour à tous. Salut à toi et merci. Ouais, oui, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de nous rejoindre au micro de Bonne Réputation, Léa. Je vais te laisser te présenter ensuite, mais pour poser un petit peu le décor pour celles et ceux qui te découvrent. En tout cas, moi, je décris tel que comme moi, je te découvre aussi un petit peu. Je te décris tel que moi, je te vois de l'extérieur. En quelques mots, pour moi, d'après ce que j'ai compris, tu es experte en marketing d'autorité et stratégie de contenu, surtout pour les acteurs du B2B. Et tu es toi-même créatrice de contenu business, plutôt du contenu business, puisque tu es sur LinkedIn. J'ai vu que tu avais, sur LinkedIn, tu avais quand même réalisé la belle performance de passer de 0 à 30 000 abonnés en un an, sans pub ni prospection. Ça, c'est une belle perf. On reviendra peut-être sur comment tu as fait ça, parce que ça peut intéresser du monde qui écoute ce podcast. Tu fais aussi du contenu plus long, sur un format plus long, avec la newsletter Dopamine, dans laquelle tu Mhm. explores les mécaniques invisibles des contenus qui déclenchent la préférence. Ça, j'aime bien. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu là-dessus. Et pour poser aussi et finir de poser le décor, je peux pas m'empêcher du coup vu le sujet qu'on va aborder, de faire une observation avant de commencer. C'est que d'un côté, on vit dans un contexte d'info-obésité où il y a beaucoup, beaucoup de contenu créé, et surtout dans un contexte où l'IA permet à tout le monde d'en faire. De l'autre, j'ai lu que 2 tiers du contenu B2B n'était jamais lu. En fait, il est jeté à la poubelle. Et donc, j'avais pensé du coup à ce fil rouge, vu l'expertise que tu as, donc Mm. à creuser dans cet épisode, c'est quelles sont les mécaniques psychologiques à intégrer dans ces contenus pour créer de la désirabilité et donc potentiellement devenir le choix numéro un pour ses clients. Et même avant ça, comment être lu et comment être vu. C'est quand même un vrai sujet quand on voit les stats et les tendances. Mais voilà, avant, je vais trop laisser te présenter toi et de manière peut-être plus globale et qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux. Non, je rigole, juste te présenter toi et ton activité, ce serait déjà super. Bienvenue à tous. Vous aurez compris, vous êtes dans un podcast dans lequel on va procéder à une séance de psy. Non, Donc, très chouette fil rouge, très chouette teasing. J'espère que le sommaire de ce podcast vous plaira. Et donc, pour me présenter en quelques mots, donc moi, je m'appelle Léa Klaus. Effectivement, de formation et encore de métier aujourd'hui, je suis content marketer. Et à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu et c'est important, je crois, de le préciser parce que ça fait partie quand même aussi un peu de mon identité. Une grande passionnée de psychologie. Voilà, j'adore ça, j'adore l'humain, j'adore le vivant. Et effectivement, je m'intéresse tout particulièrement à comprendre et à décoder en fait quelles sont les mécaniques invisibles qui vont faire qu'on va finalement diriger notre attention, adhérer ou accorder notre confiance plus facilement à une idée, un créateur ou une marque qu'à une autre. Ça, c'est un vaste sujet et du coup, on peut démarrer, enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce podcast s'appelle Bonne Réputation et toi, qu'est-ce que tu penses de ta réputation? Euh, alors déjà, je pense que finalement la réputation, c'est plutôt un récit que les autres vont faire de nous. Et donc, je pense que déjà, à mon avis, j'ai pas qu'une seule réputation, j'en ai plusieurs, et ça va vraiment dépendre de à qui tu poses la question et dans quel contexte OK. ces personnes me connaissent. Mais globalement, donc je sais pas trop ce que les gens pensent de moi. J'ai assez peu de clarté là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que la réputation, c'est un sujet qui est vraiment super important pour moi. J'en prends soin. J'ai à cœur d'avoir une bonne réputation. Et donc, pour ça, on va dire le fil conducteur, la règle un petit peu que je me fixe, c'est de m'assurer dans toutes les situations que finalement, à chaque fois, je suis très, très en accord, très fidèle à moi-même, très en accord avec mon éthique, mes valeurs et ce que j'ai envie d'incarner dans le contexte précis dans lequel je me trouve. OK et donc OK, donc il y a un truc d'intégrité, tu alignement, intégrité, entre ce que tu dis, ce que tu fais et OK, ouais, peut-être pour finir aussi sur, ça permet de finir sur la présentation. C'est vrai qu'il y a la réputation dans le cadre, plus perso, la réputation dans le cadre plus pro. Là, on a abordé le cadre plus pro, mais pour terminer sur une touche plus perso sur ta présentation, si on demandait du coup plutôt la partie perso à tes amis,
quelle est ta réputation? Il nous dirait quoi pour comprendre un peu plus, qui tu es? Je sais pas ce qu'il dirait de moi. Je pense que, bah, allez, je pense qu'il dirait de moi, que très certainement je suis une personne, assez, joviale, solaire. Il y a souvent ce truc-là qui ressort un petit peu. Léa, c'est la faux-folle, on passe toujours un bon moment avec elle, quand elle rigole, elle a son petit rire de sorcière et on l'entend à 14 000 kilomètres. Je pense qu'il dirait de moi que je suis quelqu'un de très fidèle et fiable aussi. Je suis une personne sur qui on peut compter. Tu vois, dans l'Est, on a un petit peu, parce que j'habite à Strasbourg, enfin, en Alsace, je suis une Alsacienne pure souche et ça, c'est très important, dans mon identité. On a un peu cette réputation d'être difficile, d'accès, mais qu'une fois que les gens entrent dans notre cercle, on est vraiment des personnes de confiance et ça, Mmh. je crois que ça me caractérise pas mal. Et puis à côté de ça, je suis quelqu'un qui est très, très proche, du vivant de manière générale. Voilà, je suis très attachée, à ma terre, je suis très attachée à la nature, aux animaux et à tout ce qui est vivant. La qualité des relations humaines, c'est un truc qui est aussi très important pour moi. Et donc voilà, je crois que ça me caractérise pas mal. Et certaines personnes disent de moi que je suis créative, tu vois, c'est revenu pas mal de fois, ce qui est drôle parce que pour le coup, c'est pas une image que j'avais de moi-même. Et OK. avec du recul, je crois qu'elles ont assez raison. Et alors attends, ça m'amène une question, supplémentaire avant d'aller sur dans les sujets très, très experts, qu'on a prévus à l'agenda, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Du coup, pourquoi tu fais ce métier? Bah, J'entends, proche du vivant et cetera et moi ça m'interroge parce que moi aussi enfin, j'ai 2-3 trucs, qui font écho, mais je me demande du coup, je suis curieux de savoir, ouais, vraiment. déjà, tu sais qu'en intro, bah, ça m'arrive très souvent en fait de me demander si je fais exactement le bon métier. Parce que tu vas sans doute comprendre avec, ce qui va suivre. En fait, le fil rouge de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, il est super clair, il est hyper identifiable. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été cette gamine qui avait un regard hyper affûté sur le monde. Donc j'adorais observer autour de moi les gens, comment ils se comportaient et me dire: «Waouh, mais c'est fou, pourquoi est-ce que les gens en fait font ce qu'ils font?» Donc j'ai toujours eu, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, cette curiosité et ce truc-là m'a vachement nourrie. Et après dans mon parcours, j'ai toujours eu comme fil rouge de me dire: «Je veux travailler sur la compréhension de l'humain». Alors, j'ai voulu faire psychiatre, ensuite j'ai voulu faire psychologue. Mes D'accord. parents m'ont dit: «Non, non, non Léa, sois gentille, mets-toi dans une voie, qui ne va pas, faire de toi une jongleuse de rue». Donc j'ai fini en école de commerce. Sympa. En école de commerce, je me suis dit: «Ah tiens, peut-être que je vais faire un petit peu de RH» et bon finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai testé la vente, j'ai testé les RH, j'ai testé le marketing. À un moment donné, je me suis dit: «Tiens, c'est sympa ici le marketing, ça me permet d'être un petit peu créative et puis en même temps, je suis quand même au contact de l'humain», enfin de manière plus ou moins, directe. En tout cas, mon métier, c'est finalement d'entrer dans la tête des gens et de réussir à capter leur attention et ça, j'adore. Et globalement, aujourd'hui, mon métier de bon, marketeur, pour le coup, est très tactique, mais en tout cas, mon métier de créatrice de contenu, ça me permet d'explorer toutes ces curiosités. Et ça, Mmh. c'est vraiment pour moi, c'est le rôle, je crois, dans lequel je me plais le mieux. Et à côté de ça, du coup, parfois, j'ai des crises de vie où je me dis: «Tiens, mais est-ce que je plaquerai pas tout? Je vais faire un doctorat, je vais aller faire de la recherche parce que être chercheuse, peut-être que ça m'intéresserait trop aussi et que ça me permettrait d'apporter une autre dimension à ma carrière». Donc voilà, je fais ce que je fais parce que je suis vraiment sincèrement, passionnée par, toutes les mécaniques sous-jacentes qui découlent d'une relation entre 2 humains, et des mécaniques de persuasion aussi un petit peu plus douces qui en découlent. Mais, est-ce qu'aujourd'hui c'est exactement le bon métier? Je sais pas. Je me pose la question aussi pour moi, très souvent, hein. Ça fait mais je suis toujours curieux, ouais, de savoir pourquoi les gens font ça et OK et ça en dit un peu plus sur la personne. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu, ça permet de comprendre un peu plus, qui tu es. Hem Et d'ailleurs, on reparlera des mécaniques invisibles que tu as évoquées, juste un peu après. Avant, je voulais aborder, les choses par en repartant d'une citation de Léa, du coup, d'un des posts que tu as écrit où tu disais, «J'ai, une conviction, en 2025, l'ère toute puissante du snack content, donc du contenu, très court, touche, à sa fin». Et du coup, je me demandais, vu que le sujet, c'est comment on devient désirable et donc notamment par ses contenus, par ses prises de parole. Pour toi, comment on fait, du coup, pour bâtir une prise de parole, désirable, pour 2026? Là, on est déjà presque fin 2025 à l'heure de où on enregistre. En 2026, voilà, c'est quoi selon toi qui va permettre ça va être quoi la bonne stratégie pour créer
une prise de parole désirable en termes de format, en termes de posture? Enfin voilà, ça va être quoi pour toi? C'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est justement une chose à laquelle j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps et c'est une question qui pique aussi pour le coup vachement ma curiosité. Dans ta question, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a, la notion de désirabilité et il y a le en 2026. Premier truc, je pense que c'est quand même de se rappeler qu'avant de se poser la question de comment bâtir une prise de parole désirable, il faut déjà se poser la question de savoir auprès de quel public on veut être désirable. Ça, Mmh. c'est un peu la base de la base, parce qu'un même message mis en face de 2 publics différents va pas résonner de la même manière et donc je pense que le b.a-ba, c'est déjà d'être très au clair sur qui est-ce qu'on a envie d'attirer à soi, auprès de quel public finalement on a envie de séduire. Une fois qu'on a dit ça, pour répondre à la question, il faut aussi se poser la question de savoir dans quelle ère est-ce qu'on évolue aujourd'hui. Tu l'as dit un peu plus tôt, il y a quand même un énorme changement qui a, pour ne pas dire un petit peu secoué le monde de la création de contenu ces derniers mois slash les 2 dernières années, c'est l'arrivée de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle est massivement utilisée, elle a été massivement adoptée. C'est drôle parce qu'il n'y a pas plus tard que cette semaine, là, mardi, je donnais une conférence sur le sujet. Donc, je montrais même des stats qui sont sortis, vraiment des graphiques. On voit que le volume de contenu aujourd'hui a vraiment drastiquement augmenté. Hein. Pour les contenus textuels notamment, ça a quasiment fait du x2 post-apparition des IA. Et Dans la sphère B2B, excuse-moi juste pour bien comprendre, on parle du contenu sur les réseaux sociaux dans la sphère B2B, c'est-à-dire plutôt le contenu business ou général? c'était global. C'était donc OK, l'étude qui te montrait avant IA, post IA et sur les différents types de formats. Donc, OK. ils appelaient ça blog post, mais globalement, tous les formats de texte, images et vidéos. Quelle avait été l'évolution du volume de contenu créé? Donc, il y a une grosse évolution du volume et parallèlement à ça, il y a aussi du coup beaucoup plus de contenus qui sont générés à 100% par l'IA et de moins en moins par l'humain. Ce qui Mmh. fait qu'on est un peu aujourd'hui, tu l'as dit, dans une ère où il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, mais surtout la plupart des contenus, ils tendent finalement à non seulement s'homogénéiser, mais aussi à se dépersonnaliser. Et donc le vrai problème aujourd'hui qu'on rencontre et qui, à mon avis, n'est pas prêt de se stopper, c'est qu'on se retrouve face à une tonne de contenu qui raconte la même chose de la même manière et donc finalement qui pourrait être écrit un peu par n'importe qui. Et c'est dans ce contexte-là que moi, je pense que de plus en plus, il y a un vrai enjeu à réadopter une notion de, comment dire, de profondeur dans son contenu. Et par profondeur, j'entends des contenus qui sont peut-être publiés moins souvent, mais dont la qualité de réflexion est beaucoup plus lucide, beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancée, plus différenciante. Des formats aussi, ça rejoint un petit peu mon poste, des formats en fait qui vont permettre de rentrer plus en profondeur dans une réflexion, mais surtout de créer un lien qui va être plus intime avec le créateur, des formats plus longs, peut-être plus calmes, mais qui vont créer une vraie qualité de présence avec le viewer et avec son audience. Et aussi dans le storytelling, ça c'est une réflexion que je me suis faite assez récemment. Je trouve qu'on entend beaucoup, tu vois, les mêmes discours, à tel point qu'aujourd'hui, ça a plus vraiment de charme, tu vois. Il y a plus trop de gras dans les discours, il y a plus trop de couleurs, de voix. Et je trouve que de la même manière, avoir des storytelling qui sont un peu plus incarnés, qui viennent vraiment prendre source dans notre propre vécu, mais aussi dans une certaine forme de, tu vois, de nuance, une lucidité du créateur sur lui-même qui se retranscrit dans ses écrits. Ça, je pense que tous ces éléments-là, ça, c'est des choses qui manquent et qui permettent vraiment d'être beaucoup plus désirables à l'ère de l'homogénéisation. Et globalement, en fait, pour finir là-dessus, aller au bout de ma pensée, je suis un petit peu pour tous ces micros-actes de rébellion, tu sais, qui permettent vraiment de réaffirmer sa singularité dans un monde qui tend vraiment à s'homogénéiser à fond, quoi. Et alors là, je vais me faire l'avocat du diable de certainement tous ceux qui parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont se dire, «Oui d'accord, mais en gros, là, elle nous dit, qu'il faut parler de soi et de sa vie, moi j'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de parler de sujets experts et pro». Ouais, Tu sais, il y a un peu ça. Non, mais je me fais l'avocat du diable, mais je suis intéressé d'avoir ta réponse à ça parce qu'il y a tout le temps ce truc-là. «Oui, mais moi j'en ai marre, les réseaux sociaux parlent les gens parlent de moi, moi, moi et moi je veux parler de sujets pro».
Mais je comprends. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'encourage pas du tout les gens à parler d'eux si c'est pas le sujet, si ça les branche pas. Et c'est d'ailleurs pas ce que je disais. Mais c'est bien, tu fais bien de rebondir Je là-dessus. sais que c'est pas ce que tu Clairement, dis, hein, je j'allais fais dire, exprès. et c'est ça. Et on a vite tendance à se dire, mais qu'est-ce qu'elle me parle? Moi, je veux pas être un influenceur, je veux être un expert crédible. Très bien, sois un expert crédible. Et dans ces cas-là, dis-moi, qu'est-ce qui va différencier ta prise de parole de celle de ton voisin? En quoi est-ce que tu crois, peut-être? Quelles sont tes convictions, celles que tu peux incarner dans ton métier et qui vont me donner envie de travailler avec toi plutôt qu'avec ton voisin? Est-ce que tu as des méthodes particulières, des choses qui sortent du lot, qui ne sont pas le framework d'Hormozy qu'on m'a pondu à Ouais. 130 000 sauces, tu vois? En fait, il y a des éléments différenciants qu'on peut incarner, même dans une posture 100% experte, et qui ne nous font pas du tout basculer dans du storytelling si c'est une limite qu'on n'a pas envie de franchir. Mmh. Ouais, merci pour la réponse. C'est vrai que la nuance est fine. Enfin moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, sur le fait d'aller, dans plus de profondeur de contenu, plus de, contenu, où on met de soi, où on mouille un peu le maillot, on met du vécu et donc effectivement, ça mettre de soi, c'est pas y mettre que son histoire, ça peut être, si c'est du sur, 100 expert, aller chercher au plus profond de soi, les insights, c'est-à-dire ce qu'on a appris dans son expérience, sur son expertise, qu'on pourrait pas trouver sur Google ou ChatGPT. Tout ce qu'on a vraiment senti, ajouter des couches de réflexion, méta quoi, les et donc ça, c'est déjà presque, une dimension personnelle dans l'expertise et après il y a aussi, ben, quand même y mettre un peu de son histoire et juste pour recontextualiser les choses, dire enfin toujours partir du vécu, ça aide quand même vraiment à se dire: «Là, je lis, j'apprends quelque chose, mais en fait, c'est le vécu de un tel et c'est pour ça que ça a de la valeur», plutôt que c'est un truc générique, les 5 techniques, qu'on peut trouver sur ChatGPT, quoi. Donc OK et donc pour revenir, ouais, sur la question, hem, 2026 dans un contexte, si on s'est posé la question à qui on veut plaire, dans un contexte de toute manière, l'IA fait qu'il y a plein de contenus, on va aller sur des formats où on met de la profondeur de réflexion et on met un peu de soi, que ce soit en storytelling ou en vécu, on a il y a j'entends une forme de générosité, en fait Ouais. et du coup, on est sur des formats plus longs, on est sur quoi en fait, Est-ce que ça veut dire qu'on fait plus de posts LinkedIn? Est-ce que ça veut dire qu'on est que sur des formats des newsletters, des podcasts, du format long? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a quand même un dans le même temps, il y a un paradoxe, c'est que il y a il y a le monde qui s'accélère avec des formats très, très courts, quoi. La TikTokisation du monde. Je sais pas si c'est vraiment qu'un enjeu de format. Enfin, en gros, si moi, demain, je devais conseiller quelqu'un, je lui dirais déjà, enfin, si on parle uniquement de format, choisis un format avec lequel tu es à l'aise, ça c'est le premier point, et multiplie les formats. Il y a aucun souci évidemment à faire du contenu plus court et le mélanger. Ça me semble quand même essentiel de plus Ouais. en plus avec des contenus aussi plus longs, simplement parce que ça permet, et c'est ça pour moi l'enjeu central, ça permet en fait de créer une qualité de connexion et une profondeur de connexion qui est beaucoup plus importante. Et en fait, on va, je pense, de moins en moins viser la notoriété, la masse, et se poser de plus en plus la question de quelle est la qualité de l'empreinte qu'on laisse sur les gens avec nos prises de parole. Et donc ça, après, chacun trouve la recette qui lui correspond là-dedans, je veux dire, et qui colle aussi à la thématique sur laquelle il prend la parole, au fameux public qui cherche à séduire, à viser. Hem, mais c'est plutôt ça, en fait, je trouve, la métrique aujourd'hui, qui est pas facile à mesurer, mais qui, pour moi, a beaucoup plus de valeur. C'est la différence entre la notoriété et la réputation, quoi. La réputation, elle commence à une, 2 personnes. Et la qualité de cette, empreinte, crée une réputation de qualité. Mais par contre, la notoriété, être connu de 1000 personnes, ça peut être connu, mais en étant vu comme, un gros connard par 1000 personnes, ça c'est dommage quoi, ça marche pas. Et donc, mais enfin, OK, ouais, donc j'entends quoi, il y a nuance, moi je suis assez d'accord, hein, sur le fait qu'il y a plus, il y a un focus qui est plus à mettre sur la réputation aujourd'hui que sur la notoriété. Je pense d'ailleurs c'était peut-être déjà, le cas avant, mais aujourd'hui, il y a ce truc-là qui est vraiment, vraiment important et d'ailleurs, je crois que le contenu avec IA, enfin, j'ai relayé une étude il y a pas longtemps, peut détruire la réputation. C'est-à-dire qu'il est prouvé que quand les gens savent que quelqu'un, utilise l'IA pour faire ses contenus, il perd en réputation. C'est-à-dire que pour ces gens-là, mécaniquement, ils se disent: «C'est un peu un flemmard». Ils lui attribuent moins de confiance, moins de donc il y a ce truc-là aussi qui est important Je crois pas que ce soit et une histoire de c'est un flemmard. alors c'est, C'est une histoire de il y avait considération, tu vois?
Attends, je la reprends. Il y avait 4 paramètres sur lesquels il y avait un gros impact. OK, C'est une intéressant. étude menée par Harvard, enfin par des chercheurs, mais publiée quand même, sur Harvard Business Review et globalement, c'est pas le fait de faire ces contenus avec l'IA, c'est le fait que ce soit vu. C'est-à-dire que quand et ça peut être un mail, un post LinkedIn, si les gens voient en fait que ça a été fait avec de l'IA, ils le remarquent et on a quand même un petit radar à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait vu donc une même personne qui avait, qui percevait, qui te percevait à un certain niveau avant, elle te voit 54% moins créative, 50% moins capable, 50% moins digne de confiance, 50% moins fiable, enfin 42% moins fiable, pardon, et 37% moins intelligent. Et ça, c'est juste l'impact de. Ils ont fait ça sur des milliers de personnes, entre collègues notamment et tout, de savoir qu'une personne utilise l'IA. Et donc là, bah, potentiellement, on est sur un sujet de réputation pure. Enfin, c'est dommage, on peut être intelligent à la base, en plus, ça n'est pas corrélé, et avoir fait un super truc en s'aidant de l'IA, mais si c'est vu que c'est avec l'IA, ça pète tout, quoi. Je sais pas pourquoi je m'embarquais là-dessus, mais Non, mais je- c'est intéressant parce que ça souligne aussi, je pense, le retour des formats un peu plus humanisés et spontanés. Tu vois, ne serait-ce que là, en fait, l'échange qu'on a tous les deux, c'est ce que tu me disais un peu en off tout à l'heure. Tu me disais, bah moi, je comprends pas quand je mets ma vidéo sur YouTube, il y a des gens qui adorent regarder ça, alors que grosso modo, il se passe rien, c'est juste un échange entre deux personnes. Et je te disais, bah justement, il se passe plein de choses dans cet échange. Et les gens, je pense qu'ils nous aiment. Enfin, ils nous aiment. Ils aiment nous regarder. Ils aiment palper un petit peu l'énergie dans la salle, tu vois, la connexion ouais, train de se dérouler entre deux personnes qui se parlent. Il y a un côté très chouette, un peu magique, qu'on perd aussi. c'est vrai que dans le non-verbal, et le podcast est un format long, et moi, je fais pas de montage, hein, les gars, hein, vous le savez, ceux qui écoutent le podcast, il y a pas de, il y a pas de coupage, de coupure, de trucs, qui font qu'on essaie d'embellir les choses ou quoi. On reste normalement avec toutes les imperfections, quoi. Et ça, j'aime bien aussi, le fait de se dire qu'il n'y a pas une IA qui est passée, qui a coupé les silences, qui a coupé les trucs, et enfin voilà. Il y a nos, il y a, on garde les bafouilles, quoi. Euh, Waouh, on s'est embarqué dans le truc là, vraiment, vraiment, on est parti à fond dans le sujet, méga expert, mais ok, je retiens qu'il y a il y a une profondeur qui est de plus en plus nécessaire dans un monde où tout va très très vite et où tout s'accélère et où il y a une info-obésité et où c'est très facile de faire du contenu, mais il est très très générique. Euh, Moi d'ailleurs, c'est pour ça, à titre perso, hein, que je, enfin, j'ai toujours aimé le contenu long et du coup les moments qualitatifs et que je chéris mon podcast et que je compte peut-être le faire évoluer un peu, mais essayer de vraiment chérir et prendre soin de ces formats longs. Mhm. Euh, Maintenant, on peut peut-être essayer quand même de passer aux mécaniques invisibles. Alors là, je sais que c'est une question qui peut être à tiroir et durer des heures. Donc, moi, je te laisse me dire comment tu veux la traiter, mais dans ta newsletter Dopamine, tu t'explores beaucoup de mécaniques invisibles. En tout cas, j'en ai vu plusieurs, notamment c'est des biais ou des effets qui permettent de déclencher la préférence. Peut-être que là, on peut pas tous les dire, mais quelles sont ces mécaniques, donc biais psychologiques ou effets à connaître absolument, tu vois, pour quiconque voudrait transformer ces contenus en armes de désirabilité, enfin en tout cas, ou faire en sorte au moins d'être lu, quoi. J'aime bien le côté hyper. Le mec a baissé les bras, genre, bon, on veut au moins être lu, en fait. On en a marre. Ouais, au moins être lu. Non, mais parce que je disais arme de désirabilité, c'est un peu violent, c'est un peu le truc conquérant. Je veux bouffer tout le monde. Non, en fait, l'enjeu, c'est déjà juste de dire j'ai un message qui est important pour moi, je mets mon cœur sur la table. Sauf que, en fait, s'il passe dans les deux tiers qui sont jamais lus, ben, ça marche pas. En fait, c'est vrai que désirabilité et tout, je trouve ça intéressant comme terme, mais ça renvoie tout de suite à un truc. Non, on veut être le plus fort, on veut bouffer tout le monde. Non, non, déjà, juste on parle juste de passer un message qui soit lu. C'est déjà un enjeu pour beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Ouais, complètement. Euh, Cette question, tu me l'avais envoyée, donc j'y avais réfléchi parce qu'en effet, pour le coup, on pourrait s'étendre sur le sujet, je pense, Ouais. pendant des heures et des heures. Lisez sa newsletter, vous en avez pour 5 heures. Amusez-vous et n'hésitez pas à mettre un petit like sur chaque édition. Et in fine, du coup, j'en ai choisi trois. Trois qui, je trouve, sont assez complémentaires. On va dire un qui, pour moi, est vraiment un basique, mais un basique trop souvent oublié. En fait, c'est quasiment à la première étape de n'importe quel contenu dont on espère qu'il sera lu et qui est souvent un petit peu, on va dire,
mise de côté, ou en tout cas qui est pas assez soignée. Le deuxième, qui est un biais assez populaire, mais qui a toute son importance et qui a besoin en fait d'être conscientisé. On y reviendra. Et le troisième, pour le coup, qui est plus un petit kiff perso, qui me tient à cœur. Et c'est le moment où je vais brandir l'étendard parce que ça, c'est un peu dans la lignée de ce qui me trotte dans la tête en ce moment et ce OK. qui me tient très à cœur. Le premier, du coup, le premier fameux levier invisible qui va nous permettre de créer des contenus qui soient impactants, mais surtout, avant toute chose, qui soient lus. C'est ni un effet psychologique, ni un biais cognitif, c'est tout simplement un levier qui est celui de la clarté. Pour moi, c'est le tout premier point à avoir à l'esprit et vraiment peut-être s'il y avait qu'une chose à vérifier en phase de relecture dans son contenu, c'est est-ce qu'on est clair? Est-ce que le sujet qu'on aborde dans notre post, il est clair? Est-ce que l'idée centrale qu'on a envie que les gens retiennent de notre post, avec laquelle on a envie qu'ils repartent, est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est lisible? Ou est-ce qu'on a balancé un tas de trucs différents dans notre post et à la fin, on ne sait même plus par quelle porte on était rentré? Pareil sur le call to action. Est-ce que le call to action, il est clair? Est-ce que on a explicitement euh, euh, verbaliser ce qu'on attendait des gens. Tout ça, en fait, c'est absolument crucial parce que si on reprend la casquette un petit peu psychologique, le cerveau a la particularité vraiment de détester l'ambiguïté. Mais quand je dis détester, c'est vraiment son pire ennemi. Il le déteste, il peut pas le voir en peinture. Et ça a comme conséquence que du moment en fait où il est mis face à un contenu qui lui paraît beaucoup trop abstrait, beaucoup trop flou, qui va lui demander aussi beaucoup trop d'efforts cognitifs à traiter, en réalité, à moins d'être extrêmement motivé, genre, je sais pas, j'ai mon bac à passer demain et donc j'ai pas le choix que de réviser cette leçon, sinon bah, je surpasse Mmh. pour une année, en fait, il va jamais s'arrêter dessus. Ça, c'est absolument crucial que vous vous assuriez que vos contenus en fait soient clairs. C'est l'élément principal, l'élément sans doute que vous avez déjà entendu 1 milliard de fois à travers des posts LinkedIn et des podcasts, mais malheureusement, quand je procède à des relectures de profils, de posts, peu importe, c'est souvent le premier élément qui pêche. Et d'ailleurs, le sujet, par exemple, sur un post LinkedIn, mais je pense que c'est pareil quand on écrit un article, c'est dans le titre. En fait, le sujet doit être dans l'accroche, de la même manière qu'il doit être dans le titre d'un post LinkedIn ou dans le titre d'un podcast. Le sujet doit être présent et c'est vrai que souvent, bah, il est pas présent. Il y a une accroche, puis en fait, le sujet, on découvre que c'était un autre truc plus bas. Et il y avait un peu un piège et donc bah, voilà, ça tombe à l'eau. L'audience n'est pas captive. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc, on a été habitué à l'école que même si on en fait, que l'audience soit captive, c'est-à-dire que la prof, de philo, elle se les paluche, elle les lit, toutes les Ouais. dissertes et elle met une note et là, ici, si c'est pas lu, ça vaut 0 quoi. Même si le contenu, il vaut 18 derrière, si c'est pas lu, ça vaut 0 donc l'audience est pas captive. Faut le garder aussi, en tête, quoi. Ouais, exactement. L'attention aujourd'hui, elle se mérite, elle se gagne. Et donc pour ça, je pense que le premier point, c'est vraiment de s'assurer que notre contenu soit immédiatement lisible et compréhensible. Et effectivement, en parlant des accroches, parenthèse, on vous dit de créer de la curiosité, voilà, d'être un petit peu original dans vos accroches. Entre être original et être clair, choisissez toujours le second camp. Il n'y a aucun débat là-dessus. Trop de mystère tue le mystère. Voilà. Je vais faire un super post sur cet épisode, ensuite je vais dire: «J'ai fait un épisode avec Léa. Voilà de quoi on a parlé». 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. Bon, j'essaierai de faire mieux quand même, j'essaierai de faire mieux. Donc ça, c'était le premier. C'était un peu le b.a.-ba, c'est d'introduction chiante, mais nécessaire. Le deuxième, qui est pour le coup vraiment un levier pour le coup, c'est un biais psychologique, d'ailleurs un biais cognitif, c'est l'effet de simple exposition. Ici, je me suis mis juste la petite définition pour être sûr de ne pas l'écorcher et de ne pas trop m'égarer. Mais donc, ça correspond grosso modo à notre tendance à préférer et à faire davantage confiance aux choses ou aux personnes en l'occurrence, auxquelles on est exposé de façon répétée. Pourquoi est-ce que c'est Ouais. absolument crucial? Parce que la répétition, ça amène la familiarité et la familiarité, d'un point de vue cognitif, en fait, ça vient créer vraiment un sentiment de confiance, mais aussi, si on sous-tend un petit peu la réflexion, une mémorisation qui est beaucoup plus accrue. Et donc pour ça, c'est là où je disais que c'est un peu le moment coaching où les gens peuvent éventuellement arrêter leur épisode de podcast pour se poser 30 secondes. Mais la vraie question sous-jacente à se poser, c'est à quelles idées est-ce qu'on a envie que notre nom y soit associé? C'est vraiment crucial. Et du moment où vous avez identifié ces idées-là, qui peuvent d'ailleurs être
éventuellement une thématique. Voilà, moi, par exemple, à l'époque, quand j'ai démarré, ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse m'identifier de manière très claire à la jonction entre la création de contenu et la psychologie humaine. Et je ne faisais que ça. Je ne faisais que parler de ces deux thématiques en continu, jusqu'au moment où Mathieu m'invite dans son podcast, un tas d'autres personnes m'invitent dans leur podcast, en conférence, parce qu'on m'a identifié sur ce sujet-là. Donc ça peut être une thématique, ça peut être un format signature. À force de le voir, on va voir que c'est vous, on sait que c'est vous et on vous reconnaît immédiatement. Ça peut être effectivement des méthodes, des convictions. Bref, il faut vraiment se demander à quelles idées, et il n'y en a pas une tonne, éventuellement 3, 5, ça peut être des valeurs aussi éventuellement, même si c'est un peu plus abstrait. À quoi est-ce que j'ai envie d'associer mon nom? Et une fois que vous avez ce terrain-là, vous le bombardez, vous le matraquez à fond, à fond, à fond. Ce qu'on veut, en Mmh. fait, in fine, c'est vraiment créer une forme d'empreinte mentale maîtrisée dans l'esprit de notre cible, de nos acheteurs ou de notre audience de manière plus classique. Ouais. OK, donc là, il y a ce travail qui est vraiment un travail de marque. Une marque, c'est un champ sémantique, hein, c'est de la mémoire, et donc enfin, c'est juste une marque, c'est intangible, hein. C'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est dans la tête des gens, c'est juste de la mémoire et le travail de marque, il est bien fait si dans la tête des gens, on se souvient de la marque et c'est tout le temps associé à quelques mots et donc effectivement, ce travail de sémantique, qui doit se réfléchir et quel mot j'associe mon nom est ultra important. C'est le b.a-ba et à la fois, c'est souvent oublié, mais une marque avant d'être des couleurs et cetera, c'est juste les 3 4 mots, sémantiques qui doivent être associés à cette marque-là. En plus, Mais avec du une marque coup personnelle, hein. pardon? Je dis d'autant plus Ah avec bah, ouais, une bien marque sûr. personnelle, hein. Ah bah, carrément, mais moi, mon podcast s'appelle Bonne Réputation, c'est pas pour rien. Je veux être associé, le mot réputation est l'un des mots auxquels je veux être associé, en fait. Et il y en a plusieurs. Il y a marque personnelle, enfin il y a mais clairement du coup, j'ai quand même une petite question. Biais de simple exposition, c'est le fait d'être, exposé de manière répétée auprès de la bonne audience, pour devenir presque familier, qu'elle ait confiance et qu'elle passe à l'action. Hem, mais du coup, la manière de faire ça, c'est, par exemple, la photo, c'est bien? Enfin, le fait de se montrer en photo aide à ça ou on peut le faire sans? Je crois pas que ce soit vraiment OK. enfin, ça pourrait être un des facteurs qu'on identifie comme étant une des idées qu'on a envie de matraquer. Par exemple, tu vois, si je prends, on va prendre l'exemple pour les formats un peu plus visuels de deux créateurs. Je pense comme ça intuitivement à un Pierre Hérubel qui a quand Oui. même un format d'infographie qui est très, très reconnaissable et je veux dire, s'il y a pas son nom qui apparaît finalement ni dans l'infographie ni au-dessus, de celle-ci, sur son profil, je sais que c'est lui et donc ça, c'est Mmh. très fort. À force d'avoir été exposée à ces mêmes codes de manière répétée et hyper cohérente dans le temps, j'ai fini par associer ce format-là, ces couleurs-là, ces éléments finalement, de design à Pierre. De la même manière, tu prends par exemple le thème de la photographie. Moi, je pense tout de suite à une Maud Alavès. Maud Mmh. Alavès, elle a vraiment incarné ce fil rouge dans sa communication, dans ses posts LinkedIn, mais aussi dans sa newsletter, parce qu'en plus, il y a une forme de cohérence avec son passé. Il me semble qu'elle a été mannequin, un truc comme ça. Ouais. Et donc, elle a vraiment tout le temps un petit peu ce même univers qui est très soigné, qui, à mon avis, est quand même très réfléchi, ce même grain un petit peu sur la photo. Et pareil, demain, tu mets une espèce d'immense gommette noire sur sa tête. T'as beau ne pas voir son visage, tu sais que c'est du modèle Aves. Ouais. Cet effet-là, il est visuel, et donc c'est peut-être beaucoup plus parlant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais de la même manière, demain, je te parle demain, je te parle de quelqu'un, d'une créatrice qui allie création de contenu LinkedIn et féminisme. Tu penses à qui? Je pense, OK, je pense à Nina Ramen? Exact. Je te parle Ouais, d'un docteur en neurosciences qui est très populaire sur LinkedIn. Tu penses à qui? Romain Bouvet. Exact, tu vois? Ouais, Un non, mais tu as ensemble raison, ils ont bien réussi, pardon, tu avais une autre question? non, c'est un ensemble d'associations, d'idées. On pourrait parler de framework aussi, là, j'en ai pas, tout de suite, qui me viennent, à l'esprit, mais, à force de répétition, en fait, les gens ont réussi à être un petit peu
la personne qui vient popper dans notre esprit quand on pense à ces sujets-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais super pour les exemples parce que ça permet de se sortir du truc où il faut absolument des photos de soi, parce que je sais que des gens sont moins à l'aise. Ouais. Donc mine de rien, la photo permet quand même si c'est pas aussi bien fait que Maud Allavez, qu'elle a un énorme travail sur son univers visuel et photographique. Elle a une DA, elle fait elle-même, hein, ses DA, des moodboards, des briefs, enfin, elle a tout un process. J'avais eu l'occasion de discuter avec elle sur comment elle fait. Donc effectivement, c'est très travaillé, elle l'assume. Mais du coup, ça marche. Mais pour ceux qui veulent s'en sortir sans la photo, bah, la partie visuelle, ça peut être aussi des super infographies avec Pierre Rubel. C'est vrai qu'il a ses couleurs, son style, et donc on se souvient, on sait qu'on est chez lui, quoi. Il y en a même, et là c'est le nec plus ultra qui arrive à s'en sortir sans ça. Je pense à Marie Rover de Philosophie Sexy. Alors elle utilise toujours des visuels de stars en noir et blanc, mais même si elle n'utilisait pas ça, elle a une manière d'écrire où elle a une signature dans son écriture. Mmh. Ceci n'est pas. Elle démarre toujours de la même manière et elle écrit en bloc. Et donc, juste par son texte, son bloc de texte, on sait que c'est elle, quoi. Et donc, ça, c'est important aussi, ce Et côté elle signature. visualise aussi. Sa création de contenu a une signature. Tous les matins, Oui. à 7 heures, elle publie ses, je sais plus combien de caractères, et ça, c'est fort aussi. La force des rendez-vous, ça peut faire partie, alors là, c'est quand même, ça commence à être quand même très, très, très Ouais, là, c'est du très haut niveau. tu vois, en termes d'axe de différenciation et de mémorisation, mais ça fait partie aussi de ce champ-là d'idées qui sont associées à son nom. Oh, c'est OK, c'est super. On a donné pas mal d'exemples. Donc là, on était dans le biais de simple exposition. Il y avait une troisième chose et je crois que c'était la chose où on se faisait un peu plus plaisir, il me semble. Alors, c'est le troisième biais dont j'avais envie de parler aujourd'hui, qui recoupe finalement, je trouve, assez bien avec l'ère dans lequel on se trouve et aussi la vision de la création de contenu que moi j'ai envie de défendre, c'est le biais intragroupe. Donc, c'est ce OK. fameux biais qui nous rappelle qu'on a tendance à privilégier et à soutenir davantage les gens avec qui on partage une identité commune. Et donc, jusque-là, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. A priori, ça étonne personne. Sauf que aujourd'hui, je pense, mais sincèrement, plus que jamais, avec tout ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt en début d'épisode, donc je ne vais pas épiloguer à nouveau, moi, j'ai envie de poser sérieusement la question à tous ceux qui nous écoutent, avec qui est-ce que vous avez envie de faire communauté? Je trouve qu'il y a un vrai sujet. Et si je tire même un petit peu plus le fil, moi, j'ai la sensation, et d'ailleurs, je crois qu'il y a c'est Prigent, son nom de famille. Je me demande si c'est pas Elliot, son prénom, mais je suis pas tout à fait sûre, Oui, qui je crois, oui. nous parle de plus en plus de solitude. Ça devient un petit peu son sujet d'étude cette année. Très chouette créateur d'ailleurs, allez le suivre. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et pour le coup, ça se démarque un petit peu, je trouve, dans nos feeds, qui nous parle de solitude et du poids assez violent de la solitude, notamment dans l'univers de l'entrepreneuriat, mais je pense de manière plus globale aujourd'hui dans nos sociétés. Et tu vois, la réflexion que je me faisais récemment, c'était de me dire, mais en fait, à un moment donné, pour tous ces gens-là qui se sentaient un petit peu seuls et en marge, Internet était un lieu qui permettait justement de retrouver cette dimension communautaire, d'appartenir à un groupe. Et aujourd'hui, avec les IA, moi je trouve que cette vérité-là, elle est quand même vachement remise en question, et que si demain je devais vraiment me mettre sur un axe pour me différencier, j'irais creuser cette notion de communauté en me disant, mais les rôles modèles auxquels on s'identifie, ils sont en train de s'éroder de plus en plus. Enfin, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Euh, à qui est-ce qu'on a envie d'appartenir? À quel groupe on a envie d'appartenir? Avec qui on a envie de faire tribu? Euh, pour qui est-ce qu'on a envie quelque part d'être un petit peu un modèle? Et ça, je trouve que c'est des réflexions qu'on doit vraiment avoir et qui peuvent permettre quelque part aujourd'hui d'émerger, de s'en sortir et d'être beaucoup plus désirable et remarquable dans tout le bain de la création de contenu dans lequel chacun et chacune baigne aujourd'hui. Et merci pour ce dernier point. C'est le biais intragroupe. Je le connaissais pas. Le nom, c'est quoi déjà? Juste pour, Intra-groupe, il s'appelle le biais intragroupe. OK, oui. et et concrètement, une fois qu'on a dit ça et donc on se dit: «Bon, bah, avec qui je veux faire tribu» et que je me dis: «Ah bah, oui, c'est vrai que c'est les gens qui partagent telle et telle valeur». Comment ça se passe? Ça veut dire que, par exemple,
dans un contexte où on construit sa réputation, son image par du contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et cetera, ça veut dire qu'on va essayer d'aller se connecter et soutenir ces gens-là? Alors évidemment, je pense que le point de départ, c'est vraiment de développer une curiosité vis-à-vis des personnes qu'on a envie d'attirer à soi. En fait, je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour de tout ce qui va relever des signaux invisibles. Ça, moi, Ouais, j'y crois, mais férocement. Je peux te donner un exemple d'ailleurs qui te concerne. C'est d'accord. une remarque que je me suis faite tout à l'heure quand je me promenais à midi. Je me suis dit, tiens, c'est quand même drôle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Mathieu le sait déjà, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Je t'ai recommandé plusieurs fois à des prospects avec lesquels je pouvais pas travailler pour X, Y, Z raison. Soit le projet m'intéressait pas, soit c'était pas possible dans l'agenda. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même drôle de recommander Mathieu à plusieurs reprises, alors même on n'a jamais travaillé ensemble. Ah, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Alors merci, je suis touché, mais Et on ne mais s'est ouais, c'est ouf. jamais rencontrés. Et tu vois, en me demandant, mais tiens, qu'est-ce qui a fait que je t'ai recommandé toi et pas un autre, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que je m'identifiais à toi parce que tous les deux, on a fait une école de commerce qui est quand même, enfin, on n'a pas fait la même en l'occurrence, mais des écoles de commerce qui sont globalement quand même un petit peu reconnues dans les classements. Et donc, j'avais déjà ce premier a priori positif sur toi en me disant, tiens, je pense qu'il a une tête bien faite. Tu vois, il y a un peu ce côté, Mon diplôme sert à quelque chose, c'est cool. on fait partie de la même famille, je vois par quel parcours académique il est passé et ça m'inspire confiance. Ensuite, j'ai vu que tu avais bossé, bon, ça c'est plutôt dimension très technique, tu as bossé aussi pour du L'Oréal et compagnie, donc je me dis, ok, bon, il est habitué de l'univers business, il saura parler la langue des personnes que je leur enverrai, ça va pas être un infopreneur complètement hors sol qui a jamais rien vu que du Hormozy et compagnie, donc ça c'est intéressant. Et le dernier point, c'est que récemment, j'avais cru comprendre que tu étais partie t'installer à la campagne et dans un podcast que j'avais entendu de toi, et d'ailleurs, OK. cette phrase m'avait marquée et quelqu'un me l'avait répétée ensuite, donc pour te dire que ça a dû marquer plusieurs personnes. Tu as dit à un moment donné que le grand paradoxe ou le grand drame de ta vie, je sais plus, c'était pas dit en ces termes, mais c'était quelque chose dans cet esprit, c'était finalement d'avoir tellement envie d'explorer le monde, d'être à l'extérieur et de te retrouver toutes les journées et beaucoup trop à ton goût enfermé derrière ton ordinateur. Et ça, c'est autant d'éléments qui m'ont fait me dire que on avait une forme d'affinité et que si les personnes avaient envie de travailler avec moi, probablement qu'elles prendraient tout autant de plaisir et qu'elles seraient tout autant en main sûre en travaillant avec toi. Et tu vois, ça s'est joué finalement à très peu de choses près. Ah bah, alors déjà merci, ça me touche, ce partage, donc merci beaucoup de pour le partage et le retour. Ça fait vraiment, vraiment plaisir et ouais, franchement, ça me touche et pour te dire, j'y crois aussi et je vais pas faire, je t'ai pas recommandé à des gens, mais je pense que je serais prêt à le faire largement et c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs qu'on échange, tu vois. Donc j'avais ressenti ça aussi, mais je pense que c'est des signaux faibles, mais qui sont pas si faibles. Tu avais fait un post aussi, et tu vois, je m'en souviens où tu disais que tu vivais aussi. Tu disais j'ai un truc qui me différencie des gens de ma génération, c'est que je vis à la campagne, etc. Donc il y a deux trois choses qui m'avaient touché aussi. Effectivement, c'est vrai, c'est le grand paradoxe de ma vie qui est non résolu encore d'aimer le vivant et l'extérieur et d'être, même si là on est dans du vivant parce qu'on est connecté et merci la technologie, mais je suis quand même devant un écran toute la journée et en fait c'est pas, enfin beaucoup trop devant un écran, tu vois. Et donc c'est effectivement un vrai paradoxe. J'adore ce que je fais, mais ça m'amène à être beaucoup devant des écrans et ça c'est et pas assez à l'extérieur, ça c'est clair et net. Donc si je l'ai dit, je l'assume et je le redis, c'est, j'espère pouvoir en sortir, ça c'est clair. J'espère profondément. Il faudra qu'on se dise en off du coup à qui tu m'as recommandé parce que j'ai envie de te remercier et de savoir, mais là c'est peut-être pas dans le c'est peut-être pas le sujet dans cet épisode, mais je suis curieux, ouais, je suis curieux de savoir. Ouais, merci pour le retour. Moi je crois beaucoup à ce qui se passe aussi dans l'invisible et du coup c'est super parce que ça illustre bien le biais intragroupe dont tu parlais Et et donc, globalement poser une intention aide, je pense effectivement à créer le truc. Ouais, pardon. non, et en fait, c'est précisément une illustration de ce biais-là, dans le sens où être bien au clair sur la communauté qu'on a envie, la tribu qu'on a envie de rassembler autour de soi, les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler, parce que ça nous fera plaisir, parce qu'elles nous ressemblent et parce qu'on sent
on a un petit peu, tu sais, on est un peu fait du même bois, on a un ADN, un terreau commun. Bah, ça permet ça. Ça permet en fait de faire des choix et d'exprimer des parts de soi dans sa communication qui vont nous permettre d'attirer à nous cette communauté-là, ces personnes-là. Et au plus la communauté est identifiable, au plus je pense que ouais, au plus ce terreau-là il est identifiable, au mieux quelque part ça nous permet de travailler avec les bonnes personnes et d'être aussi un choix de préférence sur des marchés qui sont quand même très souvent un petit peu saturés. Donc voilà, et Ouais, ça peut s'exprimer de plein de manières. Vraiment, par exemple, dès le démarrage, quand je me suis lancée, on était dans une ère du storytelling. Moi, comme beaucoup de personnes, je suis pas à l'aise en fait tellement que ça de raconter ma vie. C'est un exercice qui est un peu douloureux pour moi. Et ben, je me suis lancée sur des contenus très experts avec une volonté vraiment d'apporter une qualité, une profondeur d'information dans les contenus que j'ai livrés. Et ça, mmh, je pense que ça a attiré à moi en fait, et je me rends compte, des gens smart. Récemment, je me suis aussi rendu compte de plus en plus que, et c'est ton cas aussi, j'avais autour de moi des personnes qui, comme moi, en fait, étaient sincèrement très, très préoccupées, par le vivant. C'est une valeur qu'ils avaient, tatouée en eux, et je pense que ça, même si je l'ai jamais dit en ces termes, je viens pas me proclamer: «Je suis une amoureuse du vivant, j'adore ça», et ben, je pense qu'il y a tout un ensemble de micro-signaux dans ma communication qui a attiré à moi, les bonnes personnes, et des exemples comme ça, on pourrait en citer plein, et je mmh. pense que tu en as aussi, très probablement. Ouais, 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 enfin, complètement, complètement. C'est vrai qu'on pourrait enfin, on pourrait en parler, mais oui, oui, j'y crois beaucoup aussi et ouais, mais je pourrais même te raconter une anecdote, mais après. Désolé les amis, on peut pas tout, pas tout dire ici. Mais OK, on était sur, on terminait sur le biais intragroupe et il y a aussi quand même un truc qui est super important, c'est qu'on se dit, beh, se rendre désirable, oui, mais en fait, dans l'autre sens aussi, en fait, c'est important de savoir ce qu'on veut parce que dans le cas où ça marche, tout ça, où on est vraiment désirable, bah, attirer les mauvaises personnes, pour le coup, c'est vraiment pas la bonne chose. Après, effectivement, c'est avec qui tu vas travailler, avec quel type de client et cetera et donc ouais, c'est le proverbe chinois qui dit: «Méfiez-vous de ce que vous voulez parce que vous l'aurez» et du coup, vaut mieux effectivement, ce que je comprends, c'est que c'est bien de poser les bases dès le début, parce que ça peut vite, ça peut marcher tout ça, hein, on fait ça pour que ça marche et du coup, quand ça marche et ben, on attire pas forcément les bonnes personnes si on s'est pas posé la bonne question au début. Mmh. Merci pour ces 3 biais. On a passé un peu de temps sur la clarté, qui est le b.a.-ba absolu. On a passé, un peu de temps aussi sur le biais de simple exposition et on a passé un peu de temps sur le biais intragroupe. Ça fait déjà, 3 super, sujets, pour bosser, sur, sa désirabilité et son contenu. Hem, Ça, c'est plutôt général et c'est déjà super, quel que soit le réseau où on va. Moi, je sais que toi, tu es assez actif sur LinkedIn, moi aussi. Et dans un post, tu parlais des qualités, en tout cas des règles invisibles, qui t'ont permis de multiplier l'impact de tes textes. Mais là, on était vraiment dans un contexte LinkedIn, alors ça marche peut-être, après. Mais c'est quoi? Est-ce que tu te souviens de ces règles? Moi, je les Non, avais, en fait, c'est terrible parce que je relis jamais mes posts. Je suis hyper mal à l'aise à l'idée de relire du contenu que j'ai écrit, que ce soit mes newsletters, mes posts, voire même ce podcast. Je suis désolée, mais vraiment, je l'écouterai pas. je réécoute pas mes podcasts non plus. Je comprends. Non, mais alors attends, je vais te les donner parce que moi j'ai noté, j'ai Ouais, trouvé ça intéressant et je suis preneur que tu commentes. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, bien intra-groupe, tout ça, on se dit: «Bon, bah, là, c'est le moment où j'écris un texte ouais. et comment je fais pour avoir un petit peu d'impact quand même dans mon texte?» On a dit: «Il faut une super accroche et un appel à l'action». Bon et toi, tu avais donné ces 3 règles que j'avais trouvées intéressantes. Tu disais: règle numéro 1, ton lecteur est égocentrique. Règle numéro 2, 50 du succès se joue à l'échauffement. Et règle numéro 3, on te choisit pour ta dernière impression. Et ça, c'était pas mal aussi. Est-ce que tu peux commenter ces 3 règles qui te permettent d'avoir un impact dans tes textes? Ça peut aider, je pense, celles et ceux qui nous écoutent. Attends, je mets les notes pour pas les oublier. Ah oui, je pourrais les redire, hein, sinon. La première, donc, c'était votre lecteur est égocentrique. Ouais. Ça recoupe un petit peu en filigrane ce qu'on a dit plus tôt, mais globalement, en fait, le cerveau va s'intéresser exclusivement à ce qui le concerne, d'une façon ou d'une autre. Et donc par là, il faut vraiment toujours avoir à cœur, alors certes, de publier, de prendre la parole sur des sujets, voilà, qui
auquel on est sensible, de prendre du plaisir, en fait, de manière générale dans sa création de contenu, c'est très important. Mais il faut toujours recouper ça, en se posant la question de savoir est-ce que le sujet sur lequel j'ai envie de prendre la parole a de l'intérêt ou pas en fait pour mon audience, pour mes lecteurs, pour ma cible. Ça, c'est le premier point. Si votre sujet ne les intéresse pas, en fait, ça ne va pas fonctionner, votre post ne sera pas lu, ou en tout cas pas lu des bonnes personnes. Donc ça, c'est quand même très très dommage. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour recouper rapidement sur le sujet de l'accroche, les 3 ingrédients, ça va être, premier point, de la clarté. Donc, on doit avoir une clarté immédiate sur la thématique du post. Dès les premières lignes, ça doit être un excellent teasing de film. Je dois comprendre immédiatement de quoi ça traite et à quelle sauce un petit peu je vais être mangée. Le deuxième point, ça va être celui-ci, ça va être d'amener de la familiarité. Donc, il faut que le sujet qu'on aborde euh, puisse traiter soit d'une problématique qui est vraiment une problématique un petit peu douloureuse ou préoccupante pour notre prospect, soit d'un sujet qui va l'intéresser de manière plus large si on sort euh, des expertises, soit, par exemple, si on prend une étude de cas, euh, soit d'une entreprise ou d'une personnalité que notre public connaît et auprès de laquelle il pourra raisonner. Donc ça, la notion de familiarité, elle est hyper, hyper importante. C'est un petit peu le péage qui va faire qu'on pourra rentrer dans l'arène ou pas, quoi. Et la dernière, ça va être de l'émotion. Y ajouter une petite touche d'émotion avec un bon choix judicieux de mots qui vont venir attiser la curiosité, susciter l'envie, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'était quoi? Le deuxième, donc voilà, premier point, c'est que le lecteur est égocentrique et c'est vrai que ce qui l'intéresse dans un contenu, c'est lui et donc bah, il faut y remettre, un truc qui l'intéresse. Deuxième point, c'est 50 de succès se joue à l'échauffement. Ouais. Ça recoupe un peu avec ce que je disais finalement plus tôt. C'est qu'un contenu qui est efficace, qui est impactant, c'est avant tout un contenu qui est bien pensé. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Et par bien pensé, euh, j'entends toutes les réflexions de est-ce que mon angle est suffisamment intéressant? Est-ce que ça vaut le coup quelque part d'être publié? Est-ce que ça va intéresser mon lecteur? Mais bien pensé aussi dans la mesure où on s'assure d'avoir une seule idée qui est vraiment directrice sur qui vient guider en fait tout notre poste, un message bien clair avec lequel notre lectorat va pouvoir repartir. En fait, je pense qu'il y a un véritable enjeu de se faire un micro-check avant d'appuyer sur publier en se disant, OK, Mmh. est-ce que là, ces différents points-là, ces différents critères de contrôle, ils sont bien validés. Et le dernier point, rappelle-moi, c'était quoi? C'était on te choisit pour ta dernière impression. Ah ouais, alors ça, c'était, je pense que ce que je racontais ici, peut-être qu'ici je faisais, bon, référence à la clôture, d'un post d'un point de vue un petit peu plus technique. Donc, un conseil assez fréquent qu'on va entendre, c'est, mettez un call to action, quitte à mettre des call to action qui parfois franchement n'ont ni queue ni tête. Et donc moi je suis pas très fan en fait de ce conseil. Enfin, le call to action à tout prix, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Finir votre post par un «Et vous, quelle est la dernière fois que vous avez ressenti de l'anxiété dans votre vie?» Doesn't make sense quoi. Pour moi Ouais. c'est tout sauf impactant. Sa dernière impression, en fait, globalement, ça va être de se dire avec quoi est-ce que mon lecteur il repart. Si on peut finir par une petite conclusion, une petite punchline, un truc impactant, Mmh. c'est chouette, mais il faut jamais que ce soit forcé. Euh, Petite blague aussi, petite touche d'humour parfois Petite ça aide. touche d'humour, mais ça, moi, j'adore. Il y a des jours où je suis là, Ouais. vraiment, je suis dans une énergie où j'ai envie de faire des vannes. Et ben, je m'en fiche, je mets des vannes dans mes textes et ça passe très bien. Les gens, je pense, se marrent bien. Il y a d'autres jours où j'ai envie d'être hyper sérieuse et je suis hyper sérieuse et des gens sont là, mais genre, où est ma petite vanne que j'aime tant voir dans les posts de Léa? Mais globalement, voilà, avec quelle émotion, en fait, est-ce qu'on a envie que notre lecteur reparte? Et un peu comme avec la notion d'idée, à quelles idées j'ai envie que mon nom soit associé? À quelle émotion est-ce que j'ai envie que ce post soit Mmh. associé et avec quel petit, tu parlais de générosité un petit peu plus tôt dans l'échange, avec quel don en fait j'ai envie de faire à mon audience avec ce post-là. Et moi, je crois beaucoup à cette notion de don de soi euh, dans nos contenus. Ouais et c'est intéressant ça, c'est une notion qui se recoupe pas mal avec la prise de parole en public. Je me suis beaucoup intéressé à ça, au sujet et du coup j'ai pu, échanger avec des gens qui sont vraiment dans le là-dedans quoi, ils aident les dirigeants, pas mal de gens qui ont des prises de parole en public à faire
Et l'un des trucs qui est très, très important, au-delà d'apprendre par cœur son texte et tout, c'est comment je laisse les gens, avec quelle émotion je les laisse à la fin. Je veux qu'ils se sentent comment après mon intervention. Et ça peut être juste une réunion, hein. Parfois, les moments en jeu ou la prise de parole, c'est un public de 2 personnes. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra important à l'oral, parce qu'on sait que dans un moment en jeu, l'émotionnel est très, mais qui est parfois oublié, c'est vrai, dans la partie texte. On se dit, ouais, on s'en fout, j'ai donné mon truc d'expert, et puis il se démerde, hein, s'il se sent pas très bien, tant pis pour lui, alors que c'est super important. Donc, tu as raison de le souligner. Bon, on est allé quand même vraiment dans l'expertise. Merci beaucoup, Léa, de jouer le jeu sur les questions très, très expertes. Pas évident en podcast. En plus, je reviens sur des contenus que tu as écrits il y a longtemps. Euh, j'ai dit que j'étais timekeeper, gardien du temps. On va exploser complètement le truc. Ça te va toujours si on continue un petit peu? Tutto bene. Tutto bene. Juste, je suis à l'heure pour mon cours de CrossFit après. Ok, ok. Bon, je voulais basculer quand même sur une partie un peu plus perso, mais enfin, tu me diras ce que tu veux dévoiler ou non. Mais toi, je l'ai dit en intro, par exemple, enfin, tu es créatrice de contenu. Sur LinkedIn, tu es allée assez vite. Tu dis que tu as fait de 0 à 30 000 abonnés en un an. Moi, ça fait, je sais pas, 3 ans que je publie vraiment. J'ai pas les 30 000 abonnés, tu vois, donc c'est quand même une belle perf en soi. Euh, et récemment, tu as fait plutôt une pause, et tu me le disais quand je t'ai contacté. Bon, bah ouais, tiens, ça tombe bien, peut-être que je vais revenir, mais je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas publié, etc. Et tu as fait aussi une pause, je crois, dans ta newsletter. Alors, ce qui est bien, c'est que ça reste. Les newsletters, ça reste, et c'est des écrits qui sont intemporels. Euh, alors que de l'extérieur, sacré perf, tout fonctionnait bien. Et est-ce que tu es d'accord de dire pourquoi, en fait? Ouais, il y a aucun souci. Et justement, je trouve que c'est un bon espace pour en toucher quelques mots parce que je suis pas hyper à l'aise de parler de moi de façon générale. Donc, autant dire qu'il y a très peu de chances que je prenne la parole sur LinkedIn ou même dans une newsletter. Je trouve que c'est un bel endroit pour en parler. En fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que dans la création de contenu, on traverse souvent des cycles. Hmm. On démarre pendant tout un temps, on va aimer traiter de tel sujet, rédiger d'une certaine manière, adopter tel format plutôt qu'un autre. Et puis à un moment donné, on se lasse assez naturellement, mais je veux dire, c'est un peu comme pour tout dans la vie, genre même les artistes qui font de la musique, tu vois, ils ont besoin de se renouveler parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression de tourner en rond. Et j'avais toujours finalement assez bien embrassé ces fins de cycle-là, sauf probablement le dernier. Donc, je pense que à un moment donné, j'étais arrivée au bout d'un cycle, mais pour tout un tas de raisons, en fait, je me suis absolument pas laissé l'espace de regarder ce qui se passait. Et donc, j'ai tout foutu sous le tapis en me disant non, non, mais je sentais bien au fond de moi qu'il y avait de plus en plus des choses qui déraillaient. Tu sais, je sentais que je prenais de moins en moins de plaisir à créer du contenu, que je m'enfermais un petit peu dans une forme de mécanique automatique de création. Hmm. Et de plus en plus, en fait, je me coupais complètement de ma spontanéité, ma sensibilité, et je me rattachais de plus en plus à une forme de création qui était très tournée, très stratégique, très tactique, avec un rapport qui était de plus en plus performatif à mon contenu, genre Hmm. je publie ça dans l'objectif stratégique de, tu vois. Et à un moment donné, un matin, vraiment, je me suis comme regardée et je me suis dit, mais Léa, ça va pas la tête ou quoi? Enfin, tu vois bien qu'il y a quand même un problème. Tu continues de créer un petit peu comme un rat dans ta petite roue, comme ça, là, comme une faux folle en train de publier, publier, publier. Mais au fond, t'es pas honnête avec toi-même, tu te trahis. Tu trahis aussi tes valeurs parce que tu rentres dans une forme de j'avais le sentiment en fait d'instrumentaliser un peu la relation avec mon audience et ça d'un point de vue éthique, même si je n'ai jamais fait de dinguerie, mais à titre personnel, je le sentais au fond de moi et je le vivais en fait super mal. Et donc je me suis dit à un moment donné, Léa, stop, là tu vas droit dans le mur. En fait, à un moment donné, le risque que tu prends, c'est de tout arrêter, de tout envoyer bouler du jour au lendemain parce que genre t'en peux plus, je sais pas, t'as fait une overdose et tu sais, c'est un non-retour en arrière. Et donc là, je me suis dit, bah, honnêtement, probablement que tu as besoin en fait de couper un petit peu, de prendre du temps pour toi et pour te réapproprier aussi un petit peu tes envies. C'est quoi en fait le prochain cycle, de quoi tu as envie, de quoi tu n'as plus envie, comment est-ce que tu as envie
de te réajuster un petit peu. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, c'était une bonne décision parce qu'effectivement, le remède dont j'avais besoin à ce moment-là, je crois que c'était surtout de regagner en temps long, en qualité, enfin, en temps déjà passé avec moi-même, parce que je ne faisais que travailler et ça, c'était aussi un problème. J'avais un peu laissé, plein de sphères, de ma vie que j'ai réinvesti depuis et ça fait beaucoup de bien. Et puis, simplement de la clarté d'esprit, quoi. De la qualité de réflexion que j'avais plus du tout et donc voilà. Et là, en fait, la chouette nouvelle, dans tout ça, du coup, c'est que ça m'a effectivement permis de reprendre un petit peu de recul et de comprendre en fait quel est le cycle que j'avais manqué et probablement ce dont j'avais un peu plus envie aujourd'hui. Mais ça m'a aussi, voilà, ça m'a aussi euh, permis bah, simplement de réinvestir un petit peu plus mon équilibre et ça c'est cool aussi quoi. Parce que, ouais, pour celles et ceux qui peut-être te découvrent ou te suivaient pas, tu étais sur un gros rythme, c'est ça? On se rend peut-être pas compte, mais toi, pour faire, 0-30 000 abonnés en 1 an, tu postais genre tous les jours ou t'étais étais, Ouais, j'avais quand même. Alors, j'ai ralenti au fur et à mesure, mais au démarrage, j'étais, allez, 6 posts en moyenne par semaine, OK. plus la newsletter toutes les 2 semaines, plus tout le reste, en fait, comme j'étais en plus très souvent dans des structures de lancement, de création d'offres et compagnie, en fait, j'avais une espèce de vélocité constante. Mmh. Mon quotidien était genre une autoroute sur laquelle je roulais en Allemagne à 150, tu vois. Ouais. Elle est où Léa? Elle est en Allemagne là, dans une BM, à 200 là. Vroom, vroom avec du joule dans les basses. Ouais, c'est ça. Phénoménal. Mais ouais, non, c'est ça, en fait, à un moment donné, ça allait tellement. Et puis, après, au-delà de ça, j'ai aussi un tempérament qui est anxieux. Donc, j'ai tendance beaucoup à compenser mon anxiété par un excès de travail. Et du coup, tu sais, en fait, si personne me prend par le col en me disant, Léa, stop, maintenant tu fais autre chose que travailler, en fait, je peux ne jamais m'arrêter, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, je trouve que c'est cool d'en parler parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent ces cycles-là qui peut-être parfois se disent tiens mais est-ce que c'est normal ou pas et ouais je crois que c'est normal et je crois que c'est cool aussi quand à un moment donné on sent qu'il y a un trop plein de juste s'accorder le droit de souffler un petit peu et de retrouver de regagner un peu en clarté quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper important que tu le partages parce que c'est vrai qu'on parle de stratégie, de trucs pour gagner en influence, en désirabilité, tout ça, mais en fait, bah, derrière, tu le dis, on en parlait aussi, mais derrière tout ça, c'est vivant, le contenu, c'est vivant parce que nous, on est vivants et donc il est impossible d'y mettre vraiment du cœur et de le faire de la bonne manière en oubliant que tout est cyclique et que tout ça c'est organique et donc on peut pas déjà toujours faire du contenu au même niveau tout le temps, c'est très très compliqué et surtout avoir la même envie. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place pour que de l'extérieur il y ait l'air d'avoir toujours la même chose, enfin le même rythme qui sort, mais en vrai c'est vrai qu'il y a du, enfin moi je peux témoigner aussi que j'ai des cycles dans la motivation, dans l'énergie et dans la qualité de ce que je sors. Généralement, d'ailleurs, je me trouve pas d'excuses, mais ça se ressent sur LinkedIn. J'ai des moments où ça marche très bien et des moments où ça marche moins bien. Et maintenant, je sais que c'est des vagues et qu'après une vague un peu nulle, il y a une super vague et que c'est comme ça et que c'est inévitable. Et, et après, ce truc de prendre une pause, bah, je peux témoigner aussi que moi, ça me fait peur, tu vois. Je le fais un peu pendant les grandes vacances d'été, etc. Mais je l'ai jamais fait super longtemps et je sais que ça me ferait du bien, mais ouais, ce que je peux partager, c'est que ça me fait peur aussi. Il y a toujours et si je fais une pause, du coup, tout s'arrête, mon activité s'arrête. Toi, qu'est-ce que tu as appris, vu que tu as ce recul-là d'avoir ça fait combien de temps que tu fais une pause de contenu alors que tu étais, bien en vue? Tu sais que je sais même pas. Ça fait plusieurs mois, genre, c'est ça? Ouais ça fait plusieurs mois ça doit faire quelque chose comme 4 mois je pense. Et qu'est-ce qu'on apprend d'une pause aussi longue? Parce que moi, ça m'angoisse rien que d'y penser, tu vois? Là, oui, là, cette semaine, j'ai pas posté, tu vois? J'ai fait une pause d'une semaine, ça va. Et déjà, je me dis: «Ah, mais Est-ce que ouais. les 4 mois, qu'est-ce qu'on» ouais, j'imagine que enfin, t'apprends il y a des trucs que t'apprends. Est-ce que du coup, ça enfin, au niveau de l'anxiété, enfin, tu vois, il y a des trucs, qui sortent ou pas de ça? Ouais, il y a plein de choses qui sortent de ça. Je crois que la 1re grosse leçon et ça c'est marrant en plus parce que c'était un conseil que m'avait donné, une ancienne, manageuse quand je bossais en cabinet de conseil, qui était un excellent conseil, qui m'a beaucoup servi, que je continue d'appliquer, mais que je me suis pas appliqué à moi-même sur ce coup.
Elle disait toujours que c'était important d'avoir des discussions délicates avant qu'elles deviennent difficiles. Ça, je me l'applique à fond dans le business. Dès qu'il y a tu vois, dès qu'il y a un éléphant dans la pièce, j'en parle tout de suite parce que je n'ai pas envie que ça devienne un carnage. Mais sur ce coup-là, en fait, je me le suis pas appliqué à moi-même. J'aurais dû avoir cette discussion délicate quand je commençais à sentir les petits signaux de ah tiens Léa, c'est bizarre, tu prends quand même vachement moins de plaisir. Et puis pourquoi tu Mmh. commences à avoir cette petite pince de cynisme quand tu crées du contenu. Et c'est quoi ce côté un petit peu machinal dans lequel tu es rentré? Et ben non, j'ai tout foutu sous le tapis. Et à un moment donné, bah voilà, ça a été une discussion difficile que j'ai dû avoir avec moi-même et qui m'a forcé un petit peu à me dire non mais en fait là il faut que j'arrête tout parce que ça va pas du tout. Enfin, c'est pas ok et j'ai pas l'énergie ni la clarté en fait pour solutionner le truc maintenant. Donc je crois que c'est le premier learning. Et et ben mine de rien, ça m'a aussi permis de réaliser à quel point c'était chouette aussi de s'accorder ces moments de pause, ou en tout cas de peut-être se prendre un petit peu moins la tête avec ces sujets de fréquence, de récurrence, d'exposition et compagnie. Parce que tu vois, en fait, ça m'a permis de réinvestir plein de cercles dans ma vie privée. Là, j'ai fait, pendant ces 4 mois, des trucs, mais trop génial. J'ai rejoint des clubs de philo, je me suis remise vraiment hyper sérieusement au CrossFit, j'ai recommencé à faire de l'art, donc je m'inscris à des cours, je refais du dessin, et puis surtout j'ai énormément produit, j'ai énormément créé de choses, mais en fait que pour moi. J'ai des carnets mais remplis et remplis de textes, mais sur tout et n'importe quoi, et Ah, ouais. de me reconnecter en fait, tu vois, à ces loisirs-là, qui sont quand même des loisirs, tu vois, créatifs. En fait, je me rends compte à quel point les idées de contenu potentiel pullulent. Et Beh, alors attends, là j'ai une vraie question parce que c'était une question que j'avais. C'était, ouais. j'imagine que tu crées, vu que tu créais déjà, mais comment tu fais pour te retenir de partager, de poster? Parce que tu l'as dit, tu aimes bien partager aussi. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est un peu la passion de ma vie, quoi. Moi, la transmission, je crois que c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Il y a l'humain, donc ça, c'est la thématique. Ouais. Et dans le vivant, moi, transmettre, c'est ce qui me procure le plus d'énergie. Et de voir ce savoir, en fait, qui circule, qui donne du pouvoir aux gens, je trouve ça génial. Et à la fin de la journée, c'est vraiment ce qui me nourrit le plus. Et en fait, ce qui m'a empêché de le faire, c'était justement ce manque de clarté. Mmh. J'ai aussi un souci de cohérence de manière générale. C'est important pour moi d'être cohérente. Et donc, je me suis dit, quitte à revenir, en fait, j'ai pas envie de revenir par petites touches d'éclat comme ça, genre, waouh, Léa a publié un post ce mois-ci, ça y est, elle nous a fait sa newsletter et puis on va attendre à nouveau 4 mois pour qu'elle ressorte. Si je reviens, en fait, j'ai envie de m'investir pleinement, tu vois, dans cet exercice-là, tout en m'écoutant. Et comme c'était pas clair dans ma tête, quand les choses sont pas claires pour moi, en fait, naturellement, j'ai pas envie de les partager, tu vois. Ouais, et OK, je comprends, c'est vrai, et on en revient sur le point de la clarté. Ça me fait penser, en parlant d'un retour potentiel, j'entendais une interview d'Orelsan là, qui est partout en ce moment, vu qu'il sort un film, un album en ce moment, et que ça fait le parallèle un peu avec l'artistique, et c'était Hugo Décrypte qui lui disait: «Mais tu pas peur de te faire oublier?» Il disait: «Si, si, en fait, j'ai bien sûr que j'ai un peu peur de me faire oublier, mais je remarque qu'en fait, tu te fais jamais vraiment oublier. La vraie pression, c'est pas de se faire oublier, c'est qu'il faut réussir son retour». Mmh. Du coup, comment toi t'envisages ton retour, du coup? Ah, c'est vrai que c'est très juste. C'est très juste, ce qu'il dit, et je partage quand même cette petite pointe, de crainte sur l'oubli, même si, en fait, je serais tellement contente de revenir, avec à nouveau cette énergie, tu vois? Et ce plaisir qui me drive et qui, je pense, est aussi une force, dans ma création de contenu, que ça me rend assez optimiste. Mais comment j'envisage? Beh, écoute, pour tout te dire, s'il y a une part de moi qui est encore un petit peu dans le flou, donc d'un point de vue Mmh. de la ligne édito, c'est relativement clair. En fait, j'ai vraiment à cœur de me positionner toujours, hein, sur le même cœur de positionnement qui est à l'intersection entre la création de contenu et la psychologie, donc avec toutes les thématiques qu'on a évoquées un peu plus tôt. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup moins envie d'être dans une logique tactique, justement. Donc, cette notion de hack, tactique pour faire ci, pour faire ça, est toujours dans une logique, en fait, in fine performative,
pour faire plus de likes, pour avoir plus d'abonnés, pour signer plus de clients. En fait, cette finalité-là, elle me nourrit pas. Et donc, je dis pas que je vais jamais l'aborder parce qu'en effet, tu vois, je m'adresse quand même à des entrepreneurs, mais j'ai plus envie que ce soit le cœur de mon contenu. Donc, ce sera de temps à autre des petits posts comme ça parce que ça me fait aussi kiffer par moment simplement d'explorer ces questions-là sous cet angle-là. Mais de manière générale, en fait, je pense que je vais mettre beaucoup plus d'énergie à transmettre de la connaissance et attirer à moi des personnes qui, certes, ont des objectifs business, mais qui avant tout, en fait, ont envie de gagner en lucidité, en pouvoir et en connaissance sur leur création de contenu avec toujours cette petite touche de Mmh. psychologie humaine. Donc ça, je crois que c'est le public aujourd'hui que j'ai envie d'attirer et que ça va m'aider aussi à être un peu plus heureuse dans mes baskets, dans ma création de contenu. Et puis au niveau du format, j'ai beaucoup envie de reprendre la newsletter. Alors pareil, avec un format un peu différent. Donc plutôt que d'avoir toujours un format qui est ultra standardisé, cette fois-ci pouvoir me laisser la liberté aussi d'explorer parfois des questions que je me pose. J'ai une note dans mon téléphone qui est pas du tout dans cette pièce, donc je peux pas aller le chercher, mais qui est remplie de questions que je me pose. Tu vois, à longueur de journée, genre ah, mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, par exemple, à Orelsan. Qu'est-ce qui va Mmh. faire qu'on s'attache tellement à Orelsan? Alors même que c'est pas forcément la personnalité qui est la plus productive, Ouais. mais depuis des années, en fait, ce mec est adoré. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'attache particulièrement à cet artiste-là? Ça, c'est une question que je me suis posée récemment, bah, notamment aussi parce que il y a eu toute sa phase de promo. Est-ce que finalement, moi qui suis très à l'aise, enfin qui suis très, ouais, qui ai beaucoup enseigné le copywriting, est-ce que finalement la persuasion, elle se joue encore dans toutes ces techniques de copywriting? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une opposition entre persuasion et adhésion? Est-ce que l'adhésion, c'est pas un peu la Ouais. nouvelle forme de persuasion? Tu vois, il y a plein de questions comme ça que je me pose et que j'ai envie de traiter dans ma newsletter. Et sur LinkedIn, je sais pas trop parce qu'en toute transparence, je réalise que je prends beaucoup moins de plaisir à le consommer. Je me lasse super vite. C'est vraiment genre, j'y vais, je scrolle pendant 3 minutes et j'en ai marre et je me tire. Alors qu'à une époque, je trouvais beaucoup plus de contenu qui me nourrissait dessus. Donc, comme Ouais. j'ai du mal à le consommer, je sais pas encore comment est-ce que j'ai envie de créer dessus. Merci pour ton honnêteté, sur le sujet de la création. Au passage d'ailleurs, tu serais super avec un podcast. Tu penses, ouais? Bah, ouais, ouais, enfin en tout cas, c'est pas, enfin c'est vraiment c'est sincère. Après c'est énormément de taf donc il faut que ce soit un plaisir. Le KPI numéro 1 du podcast, c'est du kiff, sinon c'est impossible à tenir dans le temps, c'est trop de taf, Et mais ouais, qu'est-ce qui prend autant de temps ou d'énergie dans un podcast? c'est, il y a la partie, ce qui prend le moins de temps et qui est le plus kiffant, c'est là, ce qu'on fait en ce moment, c'est l'échange ou alors même, ça peut être un format solo et c'est intéressant aussi de poser, surtout quand on a fait une newsletter d'ailleurs, de coucher sa pensée. Maintenant, moi, c'est ce que je fais. Les sujets que je traite en newsletter, j'en fais des épisodes solo et j'aime bien le faire, même si je pourrais mieux le faire et cetera. En plus, c'est dans la diction et tout, il y a plein de progrès à faire. Ça, c'est le truc cool. Après, c'est le côté, bah, c'est pareil, je pense, il y a quand même un impératif, même si, c'est nous qui nous le mettons, hein, mais un podcast, il faut qu'il y ait une régularité, il y a quand même une petite histoire de fréquence parce que les gens, Mmh. bah, s'il y a un épisode une fois tous les 3 semaines, une fois tous les 2 mois, bah, en fait, au bout d'un moment, ils vont juste plus du tout, l'ouvrir. Donc il y a ce truc-là quand même du rythme qui peut être un peu, contre nature par rapport à l'énergie de la création. Et après, il y a le truc, bah, c'est de la com. En fait, de toute manière, il peut pas se passer de communication, un podcast. Et donc, il y a ce truc, bah, d'aller publier sur LinkedIn. Et donc, voilà. Après, bon, le parti montage, moi, c'est très minimaliste. Mais oui, de bout en bout, ça prend quand même du temps d'orga, de montage, de préparer la com. Et donc, le faire pendant un mois, c'est facile. Le tenir dans le temps, c'est plus difficile. C'est plus, voilà, on n'aime pas j'imagine que le CrossFit, il y a pas tous les entraînements qui sont faciles, mais pourtant tu aimes bien, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais donc ça vaut le coup. Mais voilà, et c'est vrai que, bah, comme on parlait de temps long et que je vois, Mmh. bah, que dans le partage, tu es super aussi en voix, quoi. Moi, je t'avais jamais entendu parler et c'est très cohérent d'ailleurs avec ce que je lis dans tes textes, hein, dans l'énergie. Bah, je me dis que dans une énergie de temps long et de proximité et de profondeur, c'est vrai que newsletter, peut aller bien avec du podcast, rien que du podcast solo, hein, c'est intéressant. Ouais, Voilà, réflexion ouverte, hein. Il y a aucun, le mec donne des conseils non sollicités. C'était juste, un petit feedback, ouvert, tu m'as bien cerné, hem ça me plairait beaucoup.
Ça me plairait Et beaucoup d'avoir un podcast d'échange comme, OK. celui qu'on a aujourd'hui. Être un peu tu vois ou pas, Mouloud, dans Click, le présentateur? Ouais, 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 Le c'est Mouloud, super ce qu'il de la fait. création de contenu. Ce mec est trop fort. Je trouve que c'est un super Ouais, intervieweur, quoi. Quelle sensibilité, magnifique. il a ouais, les bons intervieweurs, c'est ouais, c'est difficile l'interview, en fait et après, bah, il est dans la pièce, c'est pas pareil quand tu es dans la pièce avec la personne aussi, même Mmh. si là, c'est super. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit décalage de temps et cetera et ouais, il est be ouais, ouais, il est bon, j'aime bien. Il y a pas beaucoup de c'est vrai que dans les podcasts, les bons intervieweurs, il fait partie des meilleurs, je pense. Hem Quel est, si tu dernier truc et après j'arrête de t'embêter, on est on est quasiment à la fin. Heu, Tu as dit dans un de tes posts et le mec fait des citations t écris avec ton cœur et édite avec ta tête et moi ça j'ai adoré parce que pour moi c'est tout l'enjeu de on peut de voilà, j'aime bien qu'on sorte un peu des hacks et cetera, de la désirabilité. Tout l'enjeu de prendre la parole et notamment, bah, là on parle de sur les réseaux en format texte, bah, c'est un enjeu de pour moi tout l'enjeu derrière tout ça, c'est de mettre son cœur sur la table. Parce que si c'est tout l'enjeu dans une ère où l'IA, est omniprésente et c'est tout l'enjeu pour la partie réputation. Du coup, qu'est-ce qui te tient à cœur toi? J'adore cette question. J'adore cette question. Moi, ce qui me tient à cœur dans la vie de tous les jours, en fait, ça va être surtout mes relations. J'ai beaucoup, une chose qui est vraiment super, super, super importante pour moi, c'est la qualité des liens que j'entretiens avec les gens. Et donc j'ai assez peu de personnes autour de moi. Je suis quelqu'un, tu vois, j'adore les gens, mais pour autant, j'ai vraiment mon petit cercle, mon petit groupe, ma petite team, c'est mon crew. Et je suis tellement fière de ces relations-là, de la qualité des liens que j'ai avec ma famille, avec mon chéri, avec qui je suis depuis 10 ans, tu vois, avec mes amitiés fidèles qui durent depuis, oula, 20 ans. Vraiment, je dis ça, j'ai l'impression d'être une vieille, mais c'est vrai, quoi. Je trouve ça trop beau d'avoir des relations comme ça qui traversent le temps, avec lesquelles on grandit. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me touche à fond. Et de manière générale, en fait, je peux chialer devant toutes ces initiatives. Enfin, tu vois, je te le disais, là, dans ces derniers mois, j'ai vachement réinvesti, en fait, des cercles communautaires. Le CrossFit, en fait, c'est con, mais c'est un cercle communautaire. Ouais, Tu vois. Les gens, ils sont communautaires à fond. Le café philo auquel je vais, c'est trop sympa. Enfin, on est une quinzaine autour de la table. Toutes les semaines, ça change parce qu'il y a ceux qui viennent pas. Et on est là, c'est sans prétention. Je suis une des plus jeunes, moi la petite trentenaire. Il y a des mamies de 80 ans à table. Et tous ensemble, on a notre petit café, tu vois, et on discute d'un sujet philosophique, d'une thématique qu'on aura choisie à l'unanimité ensemble le mois précédent, quoi. Et tous ces espaces-là qui permettent de recréer du lien, de la discussion, de l'écoute et de la solidarité entre les gens, je trouve ça trop beau et ça me tient tellement à cœur. Et puis, ce qui me tient à cœur aussi, c'est le rock. J'adore le ça. rock, c'est vrai. Ouais. En ce moment, je me tape une espèce de. Enfin, je pense que Tu mon feed Instagram me connaît beaucoup trop bien. Et es là, dans quelle phase là? Tu es dans phase quel groupe là? dans la phase, tu sais, où on te ressort les extraits des chanteurs à l'époque, donc tout ce qui va être les Guns N' Roses, les Metallica et tout, avant versus après l'autotune, et tu vois les mecs avec leur voix à l'époque sans autotune, c'était splendide. Et je suis là, je suis à deux doigts de chialer devant les vidéos, genre, oh, c'est tellement magnifique, je veux y retourner, j'aurais tellement voulu connaître cette époque. Voilà. Ah, c'est clair que ouais, OK, donc le rock et les relations, c'est 2 sujets qui me touchent aussi. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à rentrer dans ma période Queen là, toujours vers, un peu avant Noël, je c'est la période Queen, tu vois? Il y a des périodes Queen, Beatles, ça revient à chaque fois. Ouais, et puis Heu, après, ce sera Maria Carré, c'est bon, on va pas juger. ah oui, It's Time. Ouais, alors oui, ça fait partie du décor, c'est obligé qu'il y ait Mariah Carey, mais c'est plus par, ambiance que par, vraiment goût de Mariah Carey. Je pense que je l'avouerai, si je l'écoutais, mais non, tu vois? Aimant bien le rock aussi, en truc plus inavouable, mais plus récent, quand j'étais plus ado, j'écoutais Avril Lavigne, tu vois? Même si moi, mes bases, je préfère les 60s, bien sûr, il y a eu quand même les trucs de Sum 41, Avril Lavigne, tous les trucs où moi j'étais jeune et j'aimais bien ça, quoi. Voilà, dans mes trucs inavouables. C'est quoi ton groupe de rock préféré du coup?
En fait, il y en a trop. Je pense que je peux me taper du Red Hot pendant des heures. Ça, il n'y a pas de Ok. souci. Donc Red Hot, c'est vraiment la valeur sûre. Toute leur musique quasiment me plaise et j'adore. Et toi? Bah, c'est dur aussi. Franchement, c'est très dur aussi. Moi, faut redescendre un peu plus vers enfin, les 60s ou 70s, mais genre, bah, les Beatles, ils sont quand même dingues. Les Queen, j'aime beaucoup Queen. Mm. Enfin, Freddie Mercury chante trop bien. Mais j'adore aussi les Stones. Enfin, ouais, non, c'est compliqué, mais dans ces trois-là, ouais, je pense qu'on touche à mes préférés, quoi. À ceux que je pourrais écouter tout le temps, tu vois, sans jamais, en La- trouvant toujours, voilà, sans jamais me lasser, quoi. Et Bob Dylan en solo, parce que juste ses textes et la densité de tout ce qu'il a produit, c'est incroyable. Mais, euh, mais voilà, bah écoute, on est en train de partir sur complètement d'autres sujets, donc peut-être que là, les gens, enfin, merci à celles et ceux qui sont encore là, du coup. J'espère que ça vous a plu. Pour terminer, comment on te suit, comment on te contacte, comment on travaille avec toi, comment on t'envoie un petit feedback suite à cet épisode, Léa? Et ben déjà, le meilleur feedback que vous puissiez nous faire, c'est un petit commentaire sur le podcast de Mathieu. Ça l'aidera beaucoup. Ah, Donc, c'est 5 sympa. étoiles, un petit commentaire pour dire que vous avez adoré l'épisode. Ça, ce serait très chouette. Parce que ça ne fera pas plaisir uniquement qu'à moi. Et sinon, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur LinkedIn. C'est avec grand plaisir. Je pense que c'est une des façons les plus simples de me contacter. Et si vous préférez me contacter par mail, il y a aussi mon mail qui est renseigné sur mon profil LinkedIn. Tu réponds, donc t'es moins active dans les posts, mais tu regardes quand même, tu réponds. Ah, bah oui, complètement. Regarde la preuve. On est là aujourd'hui parce que je te C'est réponds. vrai. Oui, c'est vrai que je t'ai écrit sur LinkedIn, c'est vrai. Mais tu sais, je m'étais même pas trop rendu compte. Un dernier truc là-dessus, c'est que moi, je m'étais pas trop rendu compte que tu postais plus. Ça peut paraître bête, mais tu vois, je t'avais gardé en mémoire comme quelqu'un qui est là, tu vois, qui est présent, qui est là. Et je pense qu'on a toujours cette vision erronée de je m'arrête une semaine, je m'arrête 2 semaines, c'est la fin du monde. Bah non, en fait, après, effectivement, je suis allé voir, tu m'as dit que tu étais en pause, j'ai dit ah tiens, tu vois, mais comme en plus, dans la vie de tous les jours, moi, LinkedIn, parfois, me montre plus quelqu'un du tout. Et du coup, bah moi, comme je suis un peu bête, je le vois pas et je vais pas chercher, mais ça veut pas dire que j'oublie les personnes. Et donc, je me suis rendu compte après, tu vois. Je t'ai contacté en me disant, elle est active, quoi. Et donc, tu vois, la preuve aussi que ce que tu as construit avant la réputation, ça dure et c'est cette marque-là, je pense qu'elle reste. Et si elle est faite de manière qualitative, profonde, sincère, elle reste et c'est pas du tout dépendant d'être tout le temps présent, en fait. Hmm. Euh, Ça, c'est mon feedback. Mais bon, voilà. Merci beaucoup à toi. En tout cas, Léa, on va clore cet épisode. Et merci à toutes et tous. À bientôt sur Bonne Réputation. Ciao, ciao. Ciao, ciao.